Bonjour à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver. Juste avant d'aborder notre thème du jour, permettez-moi d'accueillir dans cette émission Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté de remplacer comme ça un peu au pied levé Édouard Tétrault qui s'est engagé dans de nouvelles aventures et que nous saluons chaleureusement au passage. Alors un mot pour vous présenter, vous êtes chef d'entreprise de plus de 700 salariés dans le domaine de la logistique, du froid et du vin. Vous êtes également président de la Caisse nationale des URSSAF et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Alors, vous avez au moins un point en commun avec Joseph Touvenel. Vous êtes catholique, engagé, avec cette différence majeure que vous êtes chef d'entreprise. Et à ce titre, peut-être, ne serez-vous pas toujours d'accord avec Joseph Touvenel. Joseph, est-ce qu'il faut vous présenter? Vous êtes vice-président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Alors aujourd'hui, messieurs, nous allons parler... Bonjour Joseph, je ne vous ai même pas laissé la Bonjour, parole. Pardon. Bonjour Joseph. Nous allons donc parler aujourd'hui finance. Voilà, vous avez peut-être, sans doute, en tout cas vous sûrement, mais peut-être avez-vous déjà entendu ces mots qui désignent des innovations financières, ces mots de marge de crédit, de régime volontaire d'épargne retraite, de titres adossés à des actifs, des mots peut-être un peu obscurs pour certains d'entre nous. En tout cas, ils témoignent d'un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, celui de la financiarisation de l'économie. En d'autres termes, notre économie est de plus en plus centrée autour de la finance, d'où notre question, l'influence de la finance sur l'économie doit-elle nous inquiéter? La finance est-elle l'ennemi? Et pour commencer, Jean-Eudes Tesson, je vous donne la parole. Est-ce qu'on peut définir exactement ce qu'est la financiarisation? Je l'ai dit en quelques mots, mais est-ce qu'on peut développer? Je ne vais pas donner une définition de la financiarisation, mais je vais donner ma définition. Et pour moi, la financiarisation, c'est une dérive de la place de la finance dans l'économie, et dans le monde de l'entreprise en particulier, parce que la finance, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est un outil qui est nécessaire pour entreprendre. On n'entreprend pas sans moyens, et la finance doit être véritablement au service de l'entrepreneuriat, donc de l'entreprise. Et à partir du moment où la finance devient une fin, et plus seulement un moyen, on tombe dans la financiarisation, avec comme conséquence, par exemple, que le monde du travail est aussi au service de l'homme, c'est-à-dire que le travail devrait être un moyen pour chacun de grandir en humanité. Et là, on est en plein dans la doctrine sociale de l'Église. Et je pense que Joseph, au moins sur ce point-là, ne peut qu'être d'accord, Joseph. Oui, bien sûr, et sur la définition. C'est quand l'économie s'intéresse plus au rendement qu'au service de l'entreprise, des hommes, de la société, c'est-à-dire au service de la production, au service de la création. Mais le rendement pour le rendement. C'est toute la dérive qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années, avec des risques qui sont à la fois pour les pays, pour les salariés, et pour l'ensemble du globe. On l'a vu avec des grosses crises comme les subprimes. C'est vraiment la financiarisation qu'ils ont emmené dans un mur, avec des effets qui peuvent être très, très lourds. Et les crises, d'ailleurs, financières pour les banques, elles sont 10 fois plus nombreuses dans les années 90 que dans les années 70. Alors, on va rester au niveau de l'entreprise. Et j'aimerais savoir en quoi la logique financière diffère du capitalisme industriel. Mais justement, on revient aux moyens. C'est-à-dire que dans le capitalisme industriel, la finance est seulement un moyen d'entreprendre, un moyen de financer des biens, des moyens de production. Si ça devient une fin, on a du mal à s'y retrouver quand on travaille, puisque quel est le sens que l'on donne à son travail? Et aujourd'hui, c'est encore plus grave, je crois, qu'avant, parce que d'une part, on est tombé dans la financiarisation, et d'autre part, les salariés, en particulier les jeunes, la génération Y, a besoin, d'une façon générale, de donner du sens à sa vie, mais les jeunes ont besoin aussi de donner du sens à leur travail, qui serait en lien avec le sens qu'ils veulent donner à leur vie. Et si on leur dit le sens de ton travail, c'est de produire de l'argent pour ceux qui ont investi, je ne suis pas sûr que ça les excite beaucoup. Travailler pour les actionnaires, c'est un peu le... Mais ce n'est pas gênant de travailler pour les actionnaires. Mais si l'actionnaire a un projet entrepreneurial, que l'on travaille pour cette vision entrepreneuriale, au contraire, c'est très bien, c'est qu'il y a une vraie adhésion. Mais si la vision entrepreneuriale se limite à faire de l'argent, pour parler vulgairement, je ne vois pas très bien quel sens on peut donner à ceux qui vont travailler dans l'entreprise. Alors, on peut parler des dérives de cette financiarisation. L'investissement à court terme, c'en est
une des dérives. La vision à court terme pour un rendement maximum à court terme. Mais on voit très bien la différence. Monsieur Michelin, il a une passion pour l'automobile, il a une passion pour le caoutchouc, il crée quelque chose. Il crée, il développe. Ce qui l'intéresse, c'est de créer, de développer, que ça soit rentable. Il transmet d'ailleurs, c'est un transmetteur, il est sur la durée. Alors que celui qui a une vision uniquement financière, ce qui l'intéresse, c'est faire un maximum de rendement en un minimum de temps. C'est destructeur. Et c'est ce que vous disiez, c'est une vision à court terme. Parce que sur le long terme, c'est toute la société qui se détruit. C'est des pertes d'emploi, parce qu'on va chercher toujours à avoir le rendement maximum. Alors, on fait une pression sur les hommes, sur les femmes, on délocalise. On peut délocaliser brutalement. On va jouer sur les monnaies, quitte à déstabiliser des pays. On a l'exemple du Brésil, on a l'exemple de l'Argentine, qui ont été déstabilisés parce que ceux qui contrôlaient les masses financières, brutalement, les ont retirés, avec des conséquences humaines dramatiques. Juste pour bien faire le point là-dessus, ça concerne combien d'entreprises? Quelle proportion d'entreprises sont aujourd'hui touchées par ce processus de financiarisation? Mais il y a des effets directs et puis des effets indirects. L'effet direct, c'est lorsque, effectivement, c'est un fonds qui prend le contrôle d'une entreprise et qu'on demande à l'entreprise de sortir des résultats selon des normes bien prévues. Et là, il y a une exigence, voire une surefficience qui est demandée. Mais parfois, c'est indirect, c'est-à-dire même dans le comportement des banques, dont le métier est quand même d'accompagner les entreprises dans leur développement. Lorsque la banque elle-même subit la financiarisation, même si le capital de l'entreprise est purement familial, elle le subit parce que la banque va avoir des exigences telles qu'elle ne va pas jouer son rôle d'accompagnement. Ce qui veut dire que toutes les entreprises sont touchées à plus ou moins bien sûr. grande proximité. Oui, mais moi, je serais moins catégorique que Joseph sur les effets. Il y a un effet positif qui est observé, c'est la participation à la croissance, c'est-à-dire la financiarisation a probablement, dans certaines limites en tout cas, permis de soutenir la croissance. Le problème, c'est lorsque ça devient la jungle. Et on en a eu il y a quelques années des expériences. Et c'est ça qu'il faut, moi, que je condamne absolument, c'est cette jungle. Alors, je voudrais aussi zoomer sur un cas, ce qu'on appelle les LBO. C'est-à-dire que dans un LBO... Vous pouvez juste définir ce qu'est un LBO? Oui. C'est leverage buyout, c'est-à-dire qu'on met de l'argent pour racheter une entreprise, un peu de fonds propres, et le reste, c'est de la dette. Mais il faut bien que l'actionnaire, le nouvel actionnaire, rembourse la dette qu'il a contractée pour financer son acquisition. Donc là, on dit, c'est le cash généré par l'activité de l'entreprise qui va permettre de rembourser la dette. Donc le cash généré par l'exploitation ne permet plus d'être laissé, de rester dans l'entreprise pour financer son développement. Et si on a du développement à financer, ça sera par de nouvelles levées de fonds, mais pas grâce à l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une perte, une évaporation en quelque sorte des ressources de l'exploitation de l'entreprise au profit de l'actionnaire. Et puis une fois que la dette est remboursée, le fonds va revendre à un autre fonds. C'est de la spéculation, on n'est plus dans l'investissement. C'est pas de la spéculation, c'est du levier, c'est-à-dire avec un peu de cash, je lève de la dette et je me rembourse grâce à l'activité de l'entreprise. En gros, c'est le capitalisme sans capital. Oui. Ce qui est un peu contradictoire quand même. Oui. Capitalisme, c'est du capital, c'est d'abord d'ailleurs du capital, il est financier, il a son utilité, je suis d'accord sur la finance. Les flux financiers ne sont pas en eux-mêmes négatifs. Les flux financiers, on peut permettre du développement, ça, et de la croissance. Mais les excès de la financiarisation, alors là, est en train de tuer d'ailleurs la croissance, est en train de tuer un certain nombre de développements. Et ce capitalisme sans capital, c'est-à-dire qu'on oublie que l'être humain est à la base, et l'être humain devient un coût. Il est considéré comme un coût. Moins j'ai de personnes qui travaillent, mieux je me porte. Ce qui est un non-sens, parce que moins il y a de personnes qui travaillent, moins la société peut en tirer profit. Vous parliez de jungle tout à l'heure, on a encore 3 minutes. Vous parliez de jungle tout à l'heure. Comment se prémunir contre cette financiarisation à l'extrême, à outrance? Alors, c'est un système mondial, donc c'est difficile de s'en prémunir, mais simplement peut-être de la part du dirigeant, en ayant une attention particulière, ne pas se laisser envahir et déborder. Je vais prendre un exemple. Alors,
je vais dire quand même qu'il n'y a pas que des inconvénients, c'est-à-dire que les financiers ont des exigences très fortes dans le domaine de la gestion. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit rentrer des financiers dans son capital doit faire plus attention parce qu'il y a un contrat au départ qui le lie à ceux qu'il finance et qui lui impose de respecter ceci, cela, et ça peut faire du bien à l'entreprise et améliorer son fonctionnement. Mais on peut s'en prémunir, par exemple, en disant non à des dérives comme le reporting absolu ou permanent qui bouffent de l'énergie comme c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on détourne aussi de l'énergie pour simplement régulièrement rapporter à quelqu'un, rapporter, de rendre compte. Et il y a des sociétés qui sont noyées par le reporting. Mais vous ne serez pas surprise si je vous dis que pour s'en prémunir, il faut redoubler d'attention aux personnes qui travaillent dans l'entreprise. Joseph, Alors, l'attention suffit. Mais on peut faire quelque chose de très précis. C'est une fiscalité très différente sur la détention des actions. Une action, c'est je donne de l'argent à une entreprise pour qu'elle puisse se développer. Si je détiens l'action de 100 € pendant un mois ou une seconde, ce n'est pas la même chose que si j'apporte 100 € pendant 10 ans. Jouons aussi sur ce levier-là. Merci. On arrive. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur cette thématique-là? Oui, c'est qu'on a une bulle au-dessus de la tête financière vigilance qui va réexploser si on ne fait rien. Ça sera aussi dramatique que la crise des subprimes. C'est-à-dire que l'État n'a rien fait, les gouvernements successifs n'ont rien fait pour essayer justement de pas suffisamment, de prévenir cette bulle-là. Donc, au niveau des chefs d'entreprise, c'est une attention soutenue à qui investit dans l'entreprise. Oui, mais enfin, et puis une législation un petit peu plus... Enfin, l'attention à qui investit, il faut parfois avoir le choix, mais au moment de la transmission d'une entreprise, le chef d'entreprise doit pouvoir se poser la question, est-ce que je vends au plus offrant qui va tout casser après, ou est-ce que je fais un autre choix, qui est le choix de la pérennité de l'entreprise, et je fais confiance à des actionnaires qui vont permettre aux valeurs que j'ai construites, que j'ai développées dans l'entreprise, avec mes collaborateurs, de subsister. J'ai de nombreux témoignages d'amis qui l'ont fait. C'était pas la meilleure opération financière pour eux, probablement. Et c'était la plus responsable. Mais c'était la plus responsable, et moi je leur rends vraiment hommage, parce que là c'est exemplaire. Merci. Joseph, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, c'est qu'il faut remettre de la morale de toute façon dans tout le système. C'est ce que et la vient morale, de dire Jean-Eudes Tesson. c'est les hommes, les femmes, ceux qui sont aux manettes. Être et les consommateurs. responsable. Consommateurs, on a aussi des choix à faire. Regardons à qui on achète. À qui on achète. Ça, c'est encore le sujet d'une autre entreprise. Merci à tous les deux pour cette émission que vous pouvez revoir évidemment sur kto.tv.com. À la semaine prochaine.